Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Je suis ravie de vous accueillir, en tout cas jusqu'à 20h, sur un secteur qu'on aime beaucoup, le secteur du transport routier, qui fait face à de grandes mutations, d'une part en matière d'emploi, sur le recrutement et la fidélisation, et d'autre part sur la transition écologique. Pourtant, créateur d'emplois sur l'ensemble du territoire, la filière tente de relancer la notoriété, l'attractivité de ces métiers pour attirer de nouveaux talents, notamment via des formations adaptées. On va faire le point avec nos invités ce soir. Florence Berthelot est avec nous, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bruno Lefebvre est avec nous, président de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Il y aura aussi Guy Lepabic, responsable du développement de l'ECF Roudot, école de conduite qui organise, eux, des forums en Bretagne, et Françoise Emmanuelle Boussinec, directrice générale du groupe Guinel, qui nous expliquera effectivement si elle aussi, elle rencontre des problèmes à trouver en tout cas les bonnes personnes au poste vacant. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et on va démarrer par vous, Bruno Lefebvre, président de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports de la logistique, puisque tous les ans, vous faites un rapport riche d'enseignements. C'était là, le rapport était de 2024, justement sur l'emploi dans les métiers des transports et de la logistique. Et on se rend compte finalement, comme beaucoup de filières aujourd'hui, que ça devient peut-être à un moment donné une filière pénurique. Alors effectivement, la filière du transport et toutes ses activités auxiliaires, c'est presque 8000 salariés. On a 2/3 de conducteurs dans la branche. On a une évolution d'emploi qui était à 0,3 cette année, mais qui était un peu plus élevée les autres années. Donc on voit qu'il y a une baisse dans les embauches, etc. Faut savoir que c'est une profession où il y a 92% de CDI, donc c'est une profession qui conserve... Normalement, qui est solide, oui, qui est solide. Voilà. La moyenne d'ancienneté, c'est 8 ans, hein, et la moyenne d'âge, elle est à 44 ans et demi. Donc c'est là que le problème commence à poindre, c'est que on va avoir dans les 5, 6, 7 années à venir beaucoup de départs retraite ou congés de fin d'activité et un remplacement à faire avec des générations Y ou Z qui n'ont pas du tout les mêmes mentalités que alors ce qui a aujourd'hui été trop fait. vieillissantes, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que la population dans les entreprises sont un peu vieillissantes. Ah bah avec oui. Pas de renouvellement, c'est ça. On a un problème de renouvellement. Certains, et on doit s'adapter à changer nos méthodes de travail pour pouvoir essayer de faire venir des nouveaux talents et les conserver, les fidéliser. Alors Florence Berthelot, vous êtes déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers, donc c'est quand même une filière qui est assez puissante, hein, parce que quand on regarde le chiffre d'affaires, le nombre d'entreprises aujourd'hui, c'est un gros potentiel. Alors c'est un gros potentiel puisque notre convention collective, comme l'a dit Bruno Lefebvre, c'est 800 000 salariés sur des activités marchandises, voyageurs, mais aussi sanitaires, logistiques, enfin c'est déménagement, et donc c'est effectivement très vaste. Et c'est un secteur indispensable à l'économie, qui a certes une mauvaise image, et ça, on y reviendra, ça pèse sans doute dans l'attractivité du métier vis-à-vis des familles, vis-à-vis des jeunes. Mais on le voit, sur tous les moments de crise, le secteur du transport routier est un secteur solide qui tient. Combien d'entreprises aujourd'hui, à peu près? 60 000 entreprises environ, oui. 60 000 entreprises qui sont plutôt... Alors, il y a des grands champions, comme partout, mais qui est d'abord un secteur de PME-TPE. 72% de TPE. C'est ça. Si on revient, si on regarde depuis 10 ans, Bruno Lefebvre, ça veut dire que c'est en descente continue ou la crise, par exemple le Covid, des mini-crises finalement ont créé des ruptures avec ce métier. Ben, ça évolue tout le temps. Alors, on va prendre 2021 où il y a eu une progression de plus de 4% des embauches, etc. Et après, ça s'est redescendu. Donc, il y a eu l'effet Covid, malheureusement, qui a fait que des gens ont dit ça va, j'en ai assez de ce métier, je change. Et puis d'autres qui sont venus parce qu'il y a eu cette image de seconde ligne qui était toujours présente pour faire les ambulances, les bus, etc. Donc
Depuis 10 ans, oui, on augmente. On augmente toujours un peu, toujours. Parce qu'il y a un ralentissement économique certain. Enfin, là, on est en train d'atteindre des niveaux de faillite très inquiétants qui retrouvent les niveaux c'est-à-dire que les entreprises souffrent. Les entreprises ont fait face aussi à des coûts supplémentaires, à une montée d'abord des salaires des conducteurs, parce qu'il y a une augmentation de salaire de 3,5%. Il y a eu des augmentations de salaire, mais il y a aussi l'inflation des coûts de l'énergie. Non. On va se fâcher après. Ah oui, non, parce que derrière ma casquette de président de l'EPTL, je suis également secrétaire général adjoint de la Fédération des transports et de la logistique Force ouvrière. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu des augmentations, malheureusement, parce que... Depuis 2022, elle est petite, mais moi je vois plus de 3,5%. Alors c'est pas énorme, mais c'est... Non. En moyenne sur tout le temps, et puis en transport routier de marchandises, on a passé des accords. Le dernier était à 5,4% en décembre 2023, après encore 5% l'année d'avant. C'était un rattrapage. C'était au-delà de ça, on est très au-dessus des grilles, mais selon les secteurs, parfois certains sont en dessous, certains sont au-dessus. Alors on va expliquer, en fait, les entreprises subissent quand même pas mal de changements, puisque il y a les frais de déplacement, il y a énormément de charges. La transition énergétique qui pèsent sur les entreprises. Beaucoup sont en train de fermer, soyons clairs, oui. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Ces conducteurs, Bruno Lefebvre, c'est quoi leur mal-être aujourd'hui? Pourquoi finalement cette filière n'est plus vraiment attractive? Parce qu'on se souvient de routiers qui disaient c'est génial, on voit du pays. Est-ce que c'est la pénibilité? Est-ce que ce sont les horaires? Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui? C'est la pénibilité qui a changé. Avant, on avait une pénibilité beaucoup plus physique. Maintenant, c'est beaucoup plus de l'agression, des mauvais accueils, des choses comme ça qui font... On est en train de travailler depuis plusieurs années sur l'histoire du chargement-déchargement. Pourquoi on voulait travailler là-dessus? Parce que on voulait féminiser un peu le transport, puisqu'il n'y a que 4% de femmes conducteurs dans la profession. Donc ça fait vraiment peu. Et sur la totalité, il y a 11% de femmes, sur la totalité de tous les secteurs. On voulait travailler là-dessus, ça devait sortir, mais malheureusement avec les changements de gouvernement, on a eu quand même 4 ministres en 1 an pour le transport. Et peut-être que celui-ci va sauter aussi. Les rapports étaient prêts à sortir et ils sont toujours pas sortis. Mais cette question de chargement-déchargement, c'est une question primordiale déjà pour la pénibilité des conducteurs et conductrices. Et puis après, il y a ce problème d'irrespect, d'incivilité, tout le monde la connaît sur la route. Mais j'irais même plus loin. Moi, l'État, il y a des moments, il nous respecte pas non plus. Dès qu'il y a un épisode neigeux, qu'est-ce qu'on fait? On bloque les camions sur le côté pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Et débrouillez-vous, quoi. Quand vous avez une femme qui est au volant d'un véhicule et qu'il n'y a pas de sanitaire pour elle, ça devient très compliqué. Il n'y a aucun respect. Et au moment où il faut partir, c'est allez hop, on s'en va. On cherche pas à savoir s'il faut réchauffer le camion, faire tourner le moteur, gonfler les bouteilles d'air, etc. Donc il y a un irrespect de l'agressivité sur les conditions de circulation, mais ça c'est une généralité. Les clients qui sont souvent agressifs aussi. Les clients ou les entreprises d'accueil, ou quand on l'a vu déjà pendant le Covid, mais ça a continué. C'est-à-dire que les conducteurs se présentaient en période Covid, on leur interdisait la machine à café, on leur interdisait l'accès aux toilettes. Enfin, nous, du côté des entreprises, on est extrêmement choqués parce qu'on est tout à fait solidaires là-dessus. Ce sont nos personnels, ce sont nos ambassadeurs, d'une certaine façon. Donc ça, c'est inacceptable. Et c'est vrai que ces travaux sur les conditions de travail, que l'on fait soit de manière paritaire, soit aussi individuellement, nous on travaille aussi avec l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, c'est de trouver les solutions justement pour rendre ce métier physiquement plus attractif, mais plus attractif généralement. Vous bougez pas, on va faire une petite pause, on va en parler dans un instant parce qu'il y a des choses qui vont être faites et des perspectives qui sont plutôt intéressantes en tout cas pour cette filière. On fait une petite pause, on revient dans un instant. C'est les vraies voies de l'emploi et aujourd'hui vous pouvez nous appeler et on parle du secteur du transport routier. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi. Il y a aujourd'hui un secteur, une filière
passionnante. Et je vous le dis, hein, de conducteurs, de camions, de routiers en tout cas, de conducteurs un petit peu partout, avec 20 000 postes à pourvoir. Et on est aujourd'hui avec Bruno Lefebvre, qui est président de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et de la logistique. Florence Berthelot qui est avec nous, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Je le disais, Florence Berthelot, 20 000 postes aujourd'hui. Et Bruno Lefebvre vous me disiez hors antenne que finalement la projection c'est près de 60 000 postes dans 4 ou 5 ans. Oui, dans 5-6 ans, on sera à 60 000. Alors, on espère qu'on n'y arrivera pas, qu'on trouvera des solutions avant. Mais c'est malheureusement la pyramide des âges. C'est très alarmant, là, aujourd'hui. On a une pyramide des âges qui est très haute, un niveau de relève qui est très bas. Donc, effectivement, au bout du compte, on risque d'avoir un gros manque de conducteurs. Alors, on parle beaucoup des conducteurs, mais dans le transport routier, il n'y a pas que les conducteurs. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont aussi dans les entrepôts, qui sont aussi dans l'administratif, dans d'autres secteurs. Oui, c'est tout un écosystème, tout un écosystème qui souffre aujourd'hui. Il y a les conducteurs, mais il y a aussi les autres métiers, alors qu'on offre finalement des métiers à toute personne selon sa qualification. Enfin, je veux dire, on prend tout le monde. Mais qu'est-ce qui a changé depuis des années de chauffeurs routiers que l'on croisait dans les restos au bord des autoroutes, qui avaient l'air plutôt contents, heureux? Qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que c'est le flicage? Est-ce que c'est la pénibilité? Est-ce que c'est quoi C'est aujourd'hui? le métier qui a changé, mais Bruno en parlera très bien aussi. Mais d'abord, on ne fait plus d'international comme avant. Ça faisait rêver justement de partir. Ça faisait rêver de partir à l'international. On donnait les clés du camion au conducteur et puis ils allaient jusqu'en Iran, etc. Enfin ça, on parle des années 60-70. Mais ça ne reviendra plus, puisque aujourd'hui on a perdu des marchés de l'international. Non, déjà on n'est pas compétitif avec nos collègues européens, donc on risque pas de regagner des parts de marché. Donc ça s'est recentré sur du marché national avec finalement des conditions d'exercice et des attentes de clients qui sont très dures. Vous le voyez vous-même, vous attendez un colis, vous allez regarder sur Internet, est-ce que le colis arrive, où il est, il devrait être là, etc. Donc tout le monde veut tout de suite. Donc cette pression, elle tombe aussi sur les entreprises, bien sûr, et puis par incident sur les conducteurs. Donc à un moment donné, c'est vrai que on ne voit que les contraintes. Et nous, on a pu constater aussi que tout ce qui touche à la mobilité, avant ça faisait rêver, mais là vous dites, il va falloir prendre la route, peut-être ou pas, ne pas revenir ce soir. Mais on le voit dans d'autres secteurs, du ferroviaire ou d'autres métiers du transport, que en fait, dès que vous parlez de mobilité, les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent rentrer chez eux, ils veulent peut-être moins un métier qu'un job, ils veulent se préoccuper de leurs loisirs. Donc voilà, il y a tout un équilibre qui était peut-être moins demandé avant. Bruno Lefebvre, c'était votre métier avant. Aujourd'hui, vous avez vu ce métier totalement se transformer. Et quand on se projette en avant, la transition écologique, énergétique ou sur plein de plans, va aussi disrupter un peu ce métier. Peut-être que demain on aura des camions électriques ou hydrogène, peut-être que l'intelligence artificielle, peut-être que la pénibilité du chargement, du déchargement, peut-être que on aura des outils qui pourront être suffisamment attractifs pour une jeune génération, ce qui est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Alors oui, effectivement, ceux déjà aujourd'hui qui roulent en véhicule électrique, ils se disent quel bonheur. Après, c'est pas toujours très pratique parce que les autonomies, etc. C'est un peu plus compliqué. C'est une charge supplémentaire pour les entreprises parce que c'est cher, ça serait cher un camion électrique. Ah oui, mais bon, il y a des fois on est bien obligé. Les entreprises sont bien obligées pour pouvoir avoir des marchés parce qu'il y a des endroits où on peut pas aller si on n'est pas en véhicule électrique. Mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer en disant pour une nouvelle génération, il y a quand même pas mal de choses qui sont attractives. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on repense notre manière de fonctionner, de faire nos plannings. Parce que la première chose qu'un salarié ou qu'un candidat demande, c'est à quelle heure je vais finir. L'heure qui débute, à la rigueur, c'est pas très grave, que ce soit de bonne heure le matin, etc. C'est son retour à la maison, c'est ça? Mais il veut savoir l'heure où il aura fini pour s'organiser dans sa vie privée. Et on a maintenant l'obligation de prendre cette vie privée, cette vie professionnelle en compte. Sinon, on réussira pas à conserver les jeunes qui viennent. Malgré que les gens qui sortent de formation initiale, il y en a 8 sur 10, au bout de 5 ans, ils sont toujours dans le métier. Donc ça veut dire que ça plaît quand même. Mais c'est des sociétés qui ont commencé à réfléchir à comment je fais mes plannings, comment je préviens mes conducteurs à l'avance des plannings, etc. Alors que dans le temps, c'était le soir, on dit demain matin tu fais ça.
ça et tu sais pas à quelle heure tu vas rentrer, tu verras bien. Donc ça c'est fini, on peut plus le faire. On peut plus le faire. Mais est-ce que ça se joue aussi sur la formation, parce que la formation peut-être que l'on délivre ou peut-être donner un peu plus de latitude aux conducteurs peut-être. La formation, on a un très bon système de formation. Ouais. Ça de ce côté-là, il est financé. On a des organismes de formation, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui sont vraiment très performants. Mais le vrai sujet, vous avez raison de le dire, c'est de ne pas considérer que les conducteurs ne vont faire que de la conduite. Et c'est tout l'enjeu des métiers de demain, c'est de dire, comme vous le dites, il y a de la transition énergétique, peut-être qu'il y a de l'IA qui va venir dans l'exploitation, il y aura peut-être des véhicules avec finalement plus d'assistance à la conduite, je ne parle pas de camions sans conducteur, mais de camions avec une conduite plus assistée, où il faut donner de l'intérêt, et puis finalement avoir une approche aussi du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le conducteur représente l'entreprise quand il va chez le client, et il doit être respecté. Et donc ça, ce sont des enjeux de formation certains, et on y travaille tous parce qu'on travaille sur les programmes pédagogiques aussi, sur la certification des formations. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'intégrer ces notions de cybersécurité aussi, on oublie, parce que on est de plus en plus dépendant de tout ce qui est en ligne, etc. Et clairement... Et puis sans compter, pardon, je vous coupe, les chauffeurs qui, sur les moments d'arrêt, peuvent se faire agresser aussi, puisque ça aussi, c'est une question de sécurité aussi pour les... qui sont extrêmement importantes, et il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir toujours trouver des systèmes. Et je pense qu'on fait preuve d'imagination aussi en matière paritaire, parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille justement pour essayer de toujours améliorer les conditions de travail. Alors c'est étonnant parce que je suis allée regarder une enquête menée par l'IRU, qui est le World Road Transporter Organization, qui disait que finalement les chauffeurs veulent le confort, l'espace dans les cabines et de la sécurité. Est-ce que ça jouait déjà à l'époque, à votre époque, Bruno Lefebvre, de se dire qu'on a une cabine confortable? C'est vrai que à l'époque, c'était rudimentaire. C'était des lames de ressort, etc. Mais non, mais l'insécurité a commencé il y a 10-15 ans. Oui, même une vingtaine d'années, je dirais. Mais voilà, ça a évolué. Avec des points de cristallisation. Il y a 20 ans, c'était anecdotique. Maintenant, quand... C'est bien un enjeu, vraiment. Oui, la sécurisation. On est vraiment face à des bandes organisées qui savent ce que vous avez chargé, si c'est des téléviseurs, si c'est du foie gras, si c'est ceci ou si c'est cela. Et on est dans l'obligation de pouvoir, quand il y en a, parce que là aussi on a ce problème de parking sécurisé qui devrait être beaucoup plus répandu, alors que là on en a que très très peu, et les conducteurs qui ont Ça c'est les sociétés autoroutières qui devraient faire des sociétés autoroutières, mais il y a aussi tous ceux qui roulent sur les nationales, et là finalement ça peut relever que d'entreprises privées, donc ça a un coût, donc c'est trop cher. Mais normalement au niveau européen, puisque effectivement l'IRU, nous en sommes membres aussi, a fait une cartographie des parkings les plus sécurisés. C'est pas forcément la France qui est le mieux loti, même s'il y a un règlement européen qui prévoit que normalement tous les 100 km il devrait y avoir des parkings sécurisés. Mais quand je vous entends, je me dis comment attirer les femmes, parce que c'est vrai que on a longtemps pensé que c'était un métier d'homme, et à la télévision, dans des reportages, on voit finalement dans de très gros camions des femmes, donc ça veut dire qu'elles sont encore peu nombreuses dans ces métiers-là, mais ça vient tout doucement quand même. Oui, ça vient. C'est souvent des filles de conducteurs, très souvent. En fait, on s'aperçoit. C'est un héritage, une transmission. Voilà, il y a beaucoup de ça. C'est la passion de ce que faisait papa ou le frangin ou alors des reconversions professionnelles de personnes qui ont commencé, parce que ça aussi on parle des jeunes, mais il y a aussi tous ceux qui vont faire une autre carrière. Pour X raisons, et on trouve aussi beaucoup de femmes. Alors on en trouve aussi beaucoup dans le transport scolaire, dans le transport de voyageurs, parce que peut-être là il y a un temps partiel qui peut convenir dans une organisation, même si ça peut avoir des défauts sur d'autres aspects. En transport de marchandises, c'est vraiment des choix, et nous, quand on les voit... D'abord, elles conduisent beaucoup mieux que les hommes, désolé de le dire, mais c'est évident. Je voulais pas le dire, mais je voulais pas. Moi, je veux pas de problème avec la direction, je vous le dis tout de suite. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, et on va parler justement d'abord de la grille des salaires, puisque ça c'est important aussi. Et puis on reviendra sur la formation avec Guy Le Pabic, qui sera avec nous dans quelques instants, responsable du développement de l'ECF Rudo, qui lui organise des forums en Bretagne. On en parle, on fait une petite pause, et on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voies d'emploi sur une qualification intéressante, les transports routiers ou en tout cas assez largement avec nos invités ce soir. Bruno Lefebvre qui est président de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique. Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Et le petit nouveau Guy Lepabic qui est avec nous, responsable développement de l'ECF Rudo, école de conduite qui organise des forums en Belgique. Guy Lepabic, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, depuis plus de 50 ans, vous proposez des formations à la conduite automobile, deux roues, enfin voilà, bref. Et surtout, vous mettez en place des formations et un forum, par exemple, pour finalement attirer des nouveaux talents. Oui, tout à fait. On s'est posé la question et j'ai bien écouté tout ce qui a été dit par les différents représentants. D'ailleurs, je vous souhaite le bonsoir. Et oui, peut-être qu'en effet, on est peut-être sur des pertes de vocation. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on avait facilement 20, 30 personnes qui se présentaient pour postuler sur des formations. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. On a parlé du Covid, on a parlé de plein de choses. Peut-être que... Et du coup, on a réfléchi en se disant qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour peut-être améliorer les dispositifs. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre en relation des transporteurs avec des potentiels salariés? Et donc, du coup, on a contacté nos clients, on leur a proposé non pas de faire des traditionnelles portes ouvertes, mais plutôt de proposer des rencontres avec des salariés, des demandeurs d'emploi. Donc, on a mis ça en place sur nos sites. Alors, on est en Bretagne, on n'est pas en Belgique, mais sur le département du Finistère et du Morbihan. Et donc, on a contacté nos clients entreprises qui viennent avec des véhicules, certains avec des spécificités particulières, la technologie embarquée. Ils viennent surtout avec leur chauffeur, parce que qui mieux qu'un chauffeur va pouvoir parler à des futurs candidats, à des futurs chauffeurs, de ce qu'est la réalité de leur métier. Et alors, le résultat, il est convaincant ? Le résultat, oui, parce que donc on a déjà initié une première, c'était plus une deuxième d'ailleurs sur notre site de Quimper, où on a accueilli quand même plus de 130 personnes sur ce type de manifestation. Donc c'était intéressant, l'idée étant que les conducteurs pourraient expliquer leur métier. C'est aussi l'occasion pour les transporteurs de parler de leur marque employeur aussi. J'allais en parler. Parce que clairement, qu'on travaille dans le transport frigorifique, dans les travaux publics, ils sont tous chauffeurs, mais dans des métiers complètement différents et avec des spécialisations différentes. Donc on savait que c'était important que les entreprises montrent aussi quelle était leur activité et comment un conducteur, dans ce type d'entreprise-là, quel était son quotidien, et pour mettre en relation des profils de futurs conducteurs et des employeurs qui ont des besoins en recrutement. On en parlait tout à l'heure, Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Aujourd'hui, les nouveaux entrants dans cette profession ont des envies particulières, dans celle-ci ou comme d'autres, une vraie vie privée et une vraie vie professionnelle totalement décorrélées l'une de l'autre. Vous sentez qu'il y a quelque chose aussi, on parlait de l'entreprise, la marque employeur. Est-ce qu'il faut aussi que les entreprises de transport changent des choses dans leur façon de fonctionner? Alors elles le font déjà. La marque employeur, ce qu'évoque monsieur est tout à fait répandu, puisqu'il y a ce que fait ECF, il y a d'autres organismes de formation qui le font, il y a aussi l'AFT, l'Association pour le développement de la formation dans le transport, dont c'est le rôle de faire la promotion des métiers, l'Opco-mobilité qui aussi intervient à ce niveau-là. Donc on voit qu'il y a une mobilisation de l'ensemble de la profession, des fédérations et aussi des entreprises. Et la marque employeur, alors la marque employeur, ça ne peut pas être un gadget, c'est très sérieux, parce qu'on pourrait être amené souvent à vendre du rêve. Or, on ne peut pas se permettre, avec la génération qui arrive, de leur vendre du rêve. Ça, c'est très très important. Faire venir à la limite des candidats, je dis de manière parfois un peu provocatrice, c'est pas très difficile. L'enjeu, c'est de les garder. C'est de les garder, c'est ça. L'enjeu, c'est d'instiller la passion d'un métier. Parce qu'une fois qu'on est dedans et qu'on est vraiment bien dedans, c'est un secteur dont on a du mal à partir. Mais de les garder, ça veut dire que quoi? Ils changent de métier ou ils changent d'entreprise? Ils changent d'entreprise. D'accord, c'est ça. Dans un premier temps, ils changent d'entreprise. Mais c'est quoi? C'est une question de salaire? C'est une question de gestion de l'humain en interne? Là-dessus, on sera forcément en désaccord avec Bruno.
Mais oui, il y a le salaire, mais il n'y a pas forcément que le salaire. Il y a les conditions de travail, la reconnaissance de ce que l'on fait dans son métier, etc. Et aujourd'hui, il y a une telle tension parfois sur que le temps, les organismes de formation font leur travail, le font bien, mais l'entreprise doit finalement compléter à la fin cette formation parce qu'elle a son savoir-faire, elle a sa manière de faire, et elle doit le communiquer. Et parfois, est-ce que dans une entreprise, on n'a pas le temps, c'est trop tendu, ou que peut-être dans une TPE-PME, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Ou les ressources pour le mettre en place. On a la ressource pour le mettre en place, c'est ça. Bruno Lefebvre, vous sentez dans le message de Florence Berthelot que les entreprises forcément essayent avec leurs petits moyens, parce que moi j'ai regardé les entreprises de transport, c'est souvent des PME en fait, qui ont moins de 10 salariés, et ce sont des petites entreprises. Donc quand on parle de marque employeur, on a l'impression qu'on peut la distiller comme ça, comme font les grands groupes, mais c'est difficile pour les petites entreprises justement de se dire on va déployer des choses, outre les salaires, pour pouvoir garder ces talents. Effectivement, et je le disais à la dernière négociation paritaire, il serait intelligent de réfléchir à faire quelque chose de conventionnel au niveau, comme un CE, où on se regroupe tous au niveau de la profession et on puisse donner des avantages aux salariés. Parce que effectivement, celui qui est dans une PME où il y a une dizaine de salariés, il n'a pas de bons cadeaux, il n'a pas de prix sur les billetteries, etc., etc. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme... C'est-à-dire une espèce de grosse fédération, finalement. Voilà. C'est en train d'être mis un plus ou moins en place avec notre organisme de prévoyance. Oui, mais il y a d'autres branches qui l'ont fait déjà. Il y a d'autres branches, ça fait déjà plus de 15 ans qu'ils font ça, et ils ont des prix attractifs pour les vacances, etc., etc. Alors que c'est des petites entreprises, parce que c'est la mécanique, donc c'est des petits garages, il y a 2-3 salariés. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des prix auprès des distributeurs. Donc, en faisant ça au niveau conventionnel, ils réussissent à obtenir les mêmes prix que les gros groupes. Et ça fait rester les gens. Après, au niveau conventionnel, on a plein de choses que je dis qu'on pourrait faire. Parce que la fidélisation des salariés, vous disiez, il n'y en a pas beaucoup qui s'en vont. Bon, il y en a 11%. Ceux qui quittent la profession, dans ceux qui arrêtent, il n'y a que 11%. Qui définitivement. Qui quittent le secteur du transport. Ils vont sur autre chose. Mais pour fidéliser les gens, le problème qu'on a, nous, c'est qu'on a des avantages d'ancienneté qui sont bloqués à 15 ans. Et c'est-à-dire qu'il y a des majorations pour l'ancienneté qui font 2, 4, 6, 8%. 8%, c'est quand on a 15 ans d'ancienneté, et après on peut avoir 30 ans d'ancienneté, on aura toujours nos 8%. C'est là qu'il faut peut-être essayer de faire évoluer. Mais là, c'est plus haut qu'il faut aller voir peut-être. Parce que là, c'est nous qui décidons. Ça peut être conventionnel. Et c'est certain que nous, on considère que la convention collective, qui est très riche, le dialogue social, il est quand même intense. Il est parfois intense, rude, mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, on négocie. On a fait des beaux accords aussi, par exemple son congé maternité. On a fait des choses qui sont plus avantageuses que le code du travail aussi. Et c'est normal. Alors, je rebondis sur ce que dit Guy Lepabic tout à l'heure, sur cet échange entre les conducteurs ou les conductrices avec des futurs entrants. On sent quand même que ça peut être un métier encore de passion, parce qu'à la base, j'imagine que c'était une vocation il y a quelques années. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois de l'extérieur. Et de cette transmission, est-ce que ça veut dire aussi que c'est propice à finalement, on change d'orientation, à la reconversion, par exemple? Absolument. Et ça, c'est aussi une piste d'emploi chez nous, la reconversion, parce que d'ailleurs... Vers quel âge à peu près? Il y a de tout. Il y a de tout. Vous savez, il peut y avoir malheureusement des plans sociaux importants dans d'autres secteurs où effectivement, nous, on est toujours à proposer des postes, parce qu'à ce moment-là, même les gens on peut faire venir, on les forme, etc. Et c'est peut-être une découverte pour eux. Donc il n'y a vraiment pas d'âge. Et puis on sait qu'aujourd'hui, on rentre. C'est très difficile de dire qu'on rentre dans une carrière à 20 ans, puis qu'à la retraite, on en sortira, on aura fait le même métier, on sera resté dans le même secteur. Les gens bougent aussi. Et c'est cette opportunité-là qu'on prend. Et là, oui, je pense qu'en reconversion, on l'a fait souvent. Et que là aussi il y a des pistes. Mais c'est quoi l'âge finalement pour un conducteur de routier? Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas un âge où on se dit bon, c'est peut-être un peu. Non. Non, parce que paradoxalement, les gens qui sont en reconversion, ils arrivent au-delà de 40 ans. Oui, vers 45, 50 ans. Voilà. Donc
ils viennent là. Alors moi j'étais dans une région minière où les mines ont fermé et il y a eu une reconversion importante de gens qui travaillaient dans les mines, qui n'avaient pas le nombre d'années pour pouvoir avoir les retraites anticipées et tous les dispositifs qui étaient mis en place et qui étaient rentrés sur le routier, qui sont rentrés dans le transport et qui y sont restés. Guy Le Pabic, vous qui êtes une école de conduite, est-ce qu'il y a moins de passages de permis de camion aujourd'hui ? Est-ce que c'est en chute ou finalement c'est toujours à peu près pareil ? Je pense qu'il y a une certaine stabilisation. Ce qui change peut-être, c'est le profil des candidats par rapport à tout ce qui a été évoqué tout à l'heure. Ils cherchent aussi peut-être un confort de travail, des conditions peut-être un peu plus intéressantes. Mais on a toujours eu de la demande. C'est quand même un métier qui reste quand même somme toute attractif. Ceci étant, en effet, je me répète peut-être un peu, mais le Covid a modifié quand même sensiblement la donne. Et c'est vrai que tout ce qui est évoqué par l'ensemble des participants, où voilà, on recherche davantage peut-être un confort de vie, un job plutôt qu'un métier. Donc il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses à faire et c'est déjà entamé. Il faut sûrement le continuer. Mais en tout cas, on a toujours le plaisir de recevoir des futurs candidats qui ont un intérêt pour ce métier et c'est encourageant. Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier et je vois toujours autant de passionnés, même si certains profils sont un peu modifiés. Mais au final, c'est quand même plutôt rassurant. Mais il y a du boulot quand même. C'est un travail de tout instant. Je reviens sur les salaires parce que j'essaye de jeter le sujet depuis tout à l'heure. En moyenne, quel est le salaire médian moyen aujourd'hui d'un conducteur routier ? Ça va de quoi à quoi ? Voyageurs. Ça va de quoi à quoi ? En fait, ce qui est compliqué pour vous répondre, c'est pas pour botter en touche, c'est que un peu quand même. Non, parce que en fait, selon que vous êtes courte distance ou longue distance ou messagerie, en fait, vous n'avez pas la même durée. Mais il y a une travail. fourchette en fait. Il y a peut-être une fourchette. C'est quoi ? Je dirais entre 1 700 €. Ouais. Je dirais en début de carrière. Brut ou net ? Brut. D'accord, ok. Brut. Après, sur les grands routiers qui font de la longue distance et beaucoup d'heures, ça peut monter beaucoup plus haut. Mais je voudrais pas dire de bêtises, que je vais me faire tuer par Bruno Non, mais c'est juste pour qu'on ait une idée. Ça peut monter à 2 500 €, 2 700 € avec les frais de déplacement qui ne sont pas de la rémunération, mais qui comptent. Oui, donc ça peut monter à ces prix-là. Et parfois exceptionnellement un peu plus, mais ça dépend des entreprises. Est-ce que ça comprend le chargement, le déchargement ? Dedans. C'est dedans. Ah, c'est dedans. Et c'est ça qui fait, parce que en revanche, pour le coup, c'est dans le temps de travail. Et en France, par rapport à d'autres collègues européens, tout le travail est compté, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Europe. Et malheureusement, ça nous dessert. Mais je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un peu complexe. D'accord, ok. Mais bon, voilà, la réalité, c'est que oui, il y a des heures où il y a de la rémunération. Après, dans les négos sociales, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais je pense que... Après, il faut créer des avantages, on est dans la convention collective, et après, les entreprises peuvent faire plus. Et d'ailleurs, on l'a vu, parfois, elles font plus que la convention collective si elles veulent attirer des personnes. Guy... Le problème, c'est que pour avoir des salaires décents, malheureusement, c'est un métier où il faut faire des heures. Et c'est pas l'objectif des nouvelles générations. Non, tout à fait. Donc, quand vous dites des heures, c'est-à-dire plus de 8 heures par jour, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, largement. Ouais. Parce que la moyenne, c'est 190, 200. Il y en a plus beaucoup qui en font guère plus. C'était les longues distances qui faisaient Après, plus. c'est très encadré. On peut pas non plus rouler toute la journée. On ne peut pas rouler, etc. Après, il y a les majorations dès la 152e heure, on va dire à 25%, et après à 50% à partir de la 186e heure. Une fois de plus, c'est très complexe et parfois mal perçu, et ça peut faire peur. Oui, non, mais il faut savoir se le dire. Ça peut faire peur aux jeunes générations. Les 35 heures n'ont jamais existé dans la profession. Ah, mais ça, on n'a jamais connu. Il y a plein d'endroits où ça n'existe pas vraiment. Voilà. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On vous garde tous les trois. Dans un instant, Françoise Emmanuelle Boussinex sera avec nous, directrice générale du groupe Guinel, qui eux ont mis en place, même en interne, 4 écoles pour aller chercher des talents. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir autour des transports, de la logistique avec Bruno Lefebvre qui est avec nous, président de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique. Florence Berthelot est avec nous, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Guy Lepabic, responsable développement à l'ECF Roudot, une école de conduite qui organise des forums en Bretagne. Et puis Françoise-Emmanuelle Boussinet qui est avec nous, directrice générale du groupe Guinel. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a fait un espèce de petit panorama effectivement du monde routier. Vous êtes un groupe, le groupe Guinel, c'est extrêmement connu un peu partout en France. Vous êtes situé en Bretagne. Et vous, pour faire face à cette pénurie finalement de talents, vous avez décidé de mettre en place il y a quelques années 3 écoles et vous en avez ouvert une 4e assez récemment. Aujourd'hui, ces écoles, elles proposent quoi exactement ? Alors, elles proposent des formations de conducteurs, livreurs, conducteurs routiers, poseurs de cuisine, parce que c'était un service complémentaire à la livraison que nous offrons. Et la dernière école, c'est mécanicien poids lourd. Donc, elle offre quoi ? Elle offre à tout salarié interne ou demandeur d'emploi ou jeunes qui veulent devenir conducteurs, une formation qui est prise en charge à 100% par la maison Guinel. On appelle maison parce que c'est une maison familiale. Et donc, les stagiaires viennent 3 mois et demi à Dole de Bretagne, c'est important, pour partager la culture de l'entreprise, être formés, avoir un diplôme. Et à l'issue de cette formation, ils ont un CDI. Guy Lepabic, vous, quand vous organisez vos forums en Bretagne, les postulants, entre guillemets, c'est quoi la grille des âges ? C'est entre quels âges ? Comme il a été évoqué tout à l'heure, on a vraiment tous les âges, mais nous, on forme plutôt des personnes qui sont en reconversion, qui ont déjà eu une, voire plusieurs expériences professionnelles auparavant. La moyenne d'âge, on est entre 43 et 45 ans. Voilà. Françoise-Emmanuelle Boussinet, aujourd'hui vous êtes, on parlait de la marque employeur, de l'importance aujourd'hui des valeurs de l'entreprise et de la gestion, en tout cas de l'humain avec les chauffeurs. Il y a des choses qui ont changé chez vous. Vous avez dû changer des choses. Là, vous dites que vous avez organisé ces écoles justement, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise, comment les garder, comment leur faire confiance ? Parce que c'est toujours le problème de l'entreprise aussi, c'est que vous envoyez vos personnes, le personnel en tout cas, chez des clients. Donc la relation de confiance avec le conducteur doit être très importante aussi, Françoise-Emmanuelle Boussinet. Oui, alors elle est essentielle. Donc nous, on recrute d'abord un savoir-être important. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens de vérifier le savoir-être parce qu'entre la bonne apparence pendant quelques mois et puis après la réalité, c'est parfois des écarts. Mais là où on fidélise nos chauffeurs, c'est vraiment l'humain. L'humain, on met énormément d'humain dans notre entreprise. C'est une entreprise familiale. Et des événements où la considération de nos chauffeurs sont très importantes. Par ailleurs, on organise beaucoup d'événements autour, par exemple, là je reviens d'un arbre de Noël à Mont-de-Marsan, où l'ensemble des salariés participent, et ça, ce sont des choses qui sont appréciables. Autre chose aussi, c'est que nous, ce que l'on dit, on le fait, tout le monde est payé, toutes les heures sont payées, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde du transport, et toutes les reconnaissances sont dues. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, ni de bonne surprise, mais tout est dû, et tout est payé. Et ça, souvent, les chauffeurs qui viennent d'autres entreprises, alors qui ne viennent pas forcément du monde du transport ou qui viennent du monde du transport, apprécient cette franchise et cette sécurité que l'on a. Et puis, on met la sécurité aussi de nos hommes en avant, en numéro 1, en disant on ne fait pas n'importe quoi, on fait des coupures, on fait attention à soi parce que c'est important. Et tous ces messages-là, que l'on véhicule depuis des années sont vraiment un point de fidélisation, puisqu'on a même des retraités qui reviennent chez nous pour faire un peu de travail en complément de leur retraite. Alors Bruno Lefebvre, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est la relation entre finalement le chauffeur et son camion en fait. Quand on a un joli camion, on les voit sur les autoroutes, ils sont hyper fiers et tout, et on se dit que la technologie aujourd'hui des nouveaux camions peut peut-être attirer une nouvelle génération de se dire que finalement on a une belle monture et on a envie de la piloter. Est-ce que ça peut jouer ? J'en suis pas certain. Ah, d'accord. Franchement. Le problème, c'est que les camions sont bourrés d'informatique.
Oui. On a aussi bien les GPS que les systèmes de gestion de temps, le téléphone. Avant, on avait même les fax. C'était une époque où les moins de 20 ans n'ont pas connu. Mais et là, on va rajouter les caméras embarquées. Alors là aussi. La vie privée du conducteur, ça devient inquiétant parce qu'on voit des systèmes qui sortent avec des caméras à 360 degrés. Donc ça veut dire qu'elle prend la totalité de la cabine. Mais la cabine du conducteur, c'est son lieu de travail, mais c'est aussi son lieu de vie. Sa vie privée, oui. Parce qu'il y dort, il fait plein de choses. Et donc, entre tous ces... Mais ça peut aller dans le sens de la sécurité aussi des... Ça peut aller, mais on a un enjeu à faire, c'est qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard là-dessus. Et tout à l'heure, on parlait des mécaniciens. Là, il y aura une chose à faire, parce que les véhicules, ils vont être de plus en plus avec de l'intelligence artificielle, avec de l'électronique, etc. Et des mécaniciens qu'il faudra former pour pouvoir subvenir à tout ça. Après, l'utilisation des véhicules autonomes, semi-autonomes, etc. Ça sera aussi une formation qui devra se faire. Mais bon, on a toujours évolué dans ce sens-là. À chaque fois, on essaye de mettre des nouveaux modules. Dans les modules de formation, on a rajouté des choses pour essayer que le conducteur, moi je dis conducteur, parce que chauffeur c'était avant. Le conducteur, les chauffeurs, il n'y a plus que des chauffeurs de taxi maintenant. Le conducteur, il doit se sentir utile à quelque chose. Ouais. Il doit pas être que là que pour tourner le volant et puis faire des kilomètres. Et c'est pour ça qu'on a mis des formations sur les gestes de premier secours, tout ça. Parce que dans le temps, ceux qui s'en rappellent un peu, il y avait des extincteurs que dans les camions. Et quand il y avait une voiture qui prenait feu, les gens ils faisaient signe au camion parce qu'ils savaient que là il y avait un extincteur. Et là maintenant c'est pareil. Si on sait qu'un conducteur il est en capacité de venir de secourir des gens, déjà ça valorise la personne et ça rend le métier, la vitrine du métier beaucoup plus belle. La société Guinel qui parlait de l'esprit de savoir-être, etc. Dans le déménagement, c'est quelque chose de primordial. Le savoir-vivre en équipe, c'est un des critères de base. C'est un prérequis presque là-dessus. Et ils font des choses, ils ont créé les compagnons du déménagement. Donc c'est le même système que les compagnons du devoir, sauf qu'eux, ils font un tour de France dans les entreprises de déménagement, et ils font, en plus Là, c'est un état d'esprit, hein. Ouais, mais en plus de la formation de conducteurs, de déménageurs, des habilitations électriques, des habilitations monte-meubles, etc., ils font de l'art, ils apprennent l'art pour savoir les meubles qui ont de la valeur, etc. Ils font de la psychologie, ils font de la philosophie, et ils font plein de choses. Et les jeunes qui font ces formations de compagnons du déménagement en sortent ravis. Le petit mot de la fin avec Guy Lepabic, responsable développement de l'ECF Roudot. Aujourd'hui, vous êtes confiant quand vous voyez vos forums ? Oui, parce qu'on se dit que il y a quand même une attractivité qui est présente, mais il faut être vigilant. Ouais. Il faut être vigilant et voilà, c'est pour ça qu'on essaye d'innover aussi dans la mise en relation entre des employeurs, des entreprises et des futurs salariés. Françoise-Emmanuelle Boucinec, vous aussi, une centaine finalement de jeunes stagiaires par an, c'est pas mal, hein ? Oui, 100 stagiaires par an. Et moi, je suis assez optimiste sur le métier parce qu'en fait, toutes les personnes sont intéressées dans le métier. Les nouvelles technologies, il faut savoir que toutes les nouvelles technologies sont testées dans les camions avant d'être dans nos véhicules. Oui. Donc, pour toute la chaîne est intéressée, y compris les mécaniciens poids lourds, c'est beaucoup plus intéressant d'être mécanicien poids lourd que mécanicien VL. Donc, moi, je suis assez confiant. Et là, on voit de nouveau de très bons CV aussi de personnes qui viennent, qui apprécient ce métier. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Bruno Lefebvre, président de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications des transports de logistique et de la logistique. Florence Berthelot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Merci Guy Lepabic, responsable développement de l'ECF Roudot, et merci beaucoup Françoise-Emmanuelle Boucinec, directeur général du groupe Guinel. Je me dépêche parce que derrière ça pousse au portillon avec Philippe David. Oh, ça pousse au portillon et ça va surtout pousser devant le but, Cécile. Au menu des vraies voix du foot ce soir, on va commencer par parler avec le petit Pousset.
Espali, c'est dans la banlieue du Puy-en-Velay, qui joue le Paris Saint-Germain demain soir. Ils vont jouer à Clermont-Ferrand. Accrochez-vous bien, ils ont même amené leur but. Est-ce que ça va leur porter chance? Surtout qu'ils vont jouer à Michelin, pas le stade de foot de Clermont, le stade de rugby. Bam. Et on aura Christian Perbet, le président du FC Espali, donc le petit pousset de la Coupe de France. Ensuite, on va passer le niveau au-dessus. On va parler de l'OM, qui a encore gagné. Est-ce qu'il joue le titre face au PSG? Passera la frontière, on ira en Espagne. Vous avez vu le Real qui en prend 5 par le Barça. Et on va se poser la question avec l'arrivée de Mbappé, est-ce que 4 attaquants, c'est pas un peu trop pour éviter de prendre trop de buts derrière? Vous voyez ce que je veux dire? Et on conclura avec le But Football Club pour les amabilités que se sont échangés Textor, le président de Lyon, le président de la Ligue, la Brune, et le président du PSG, Al Khelaifi. Ah, je peux vous dire un truc, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, comme disait un commentateur de football regretté. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Allez, bonne émission. Et puis on souhaite une belle année 2025 à tous les conducteurs de transport et de logistique. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Salut, bonne soirée et merci à notre équipe formidable. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.